que du bonheur et beaucoup de conseils, car nous recevons dans ce studio du 26 mars l'éminent professeur Ousmane Koïta. Il est spécialiste en parasitologie moléculaire. Il nous fait ainsi honneur d'être avec nous en direct dans BKO Matin, la matinale qui réveille le Mali. Bonjour professeur. Bonjour Monsieur Ndiaye. Et je suis avec Lala Diara Touré. Professeur, bonjour. Bonjour Lala. Vous êtes bien réveillé, ça va, alhamdoulilah. Bien. La famille, tout le monde va bien? Oui, tout le monde va bien. D'accord. J'espère qu'on ne vous a pas trop fatigué ce matin. Pas du tout. D'accord. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Faire le déplacement pour nous rejoindre ici dans ce studio du 26 mars. C'est un plaisir aussi pour être en contact avec la population. Et vous savez que généralement, nous sommes dans les labos. C'est très difficile de communiquer. Et donc, c'est une opportunité pour nous, et mes collègues et toute mon équipe, mon laboratoire, de pouvoir discuter avec vous sur le sujet relatif au paludisme. Bamako Matin. Oui, à l'instant, que de grands noms, que de grandes figures de la chanson africaine. Lily Pons, Richard Bona, ça vous dit quelque chose, professeur? Bon, c'est grand nom de la musique africaine. Bon, pas beaucoup, mais le message qui est véhiculé attire mon attention et sur ce que nous faisons. Et donc, à ce titre, je les remercie pour si les artistes se joignent à ce que vous faites. Pour ce coup de main, puisqu'il faut communiquer. Exactement. Et ceux qui sortent des laboratoires et ceux qui sortent du terrain, il faut que les populations soient sensibilisées. Et donc c'est un message fort qu'il lance et j'espère que les populations seront sensibilisées à ce problème de paludisme. On l'espère également. La suite. Oui, on le disait tantôt dans la première partie, dans les échanges, c'est que le paludisme est l'une des maladies les plus importantes car il fait des millions de morts chaque année à travers le monde. Et au Mali, les recherches sur la pathologie sont en pleine évolution. Le Centre de recherche et de formation sur le paludisme en a fait son centre d'intérêt. Il étudie aujourd'hui la résistance de l'être humain aux parasites pour développer un vaccin. Suivons tout ça avec Barakissa Ouattara dans le grand reportage de Bamako Matin. Le grand reportage dans Bamako Matin, c'est maintenant. Le paludisme fait partie des maladies les plus meurtrières au monde et au Mali, le nombre de cas et de décès reste encore élevé. Au MRTC, Centre de recherche et de formation sur le paludisme, près de 200 chercheurs sont à pied d'œuvre pour apporter une réponse aux problèmes que pose cette pathologie. Mahamadou Alitera, professeur de parasitologie, mycologie à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako. Nous avons une forte composante qui a, dans les années 2000, contribué à démontrer la résistance des parasites à un médicament qui était très utilisé à l'époque, la chloroquine, que c'est un pernivaquine. Ensuite, nos recherches ont contribué aussi à adopter des médicaments qui les ont remplacés, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Il y a une grande partie de recherches effectuées sur ces CTA qui ont été effectuées au sein du MRTC. Aujourd'hui, le MRTC étudie la résistance de l'être humain aux parasites pour développer un vaccin ou du moins un médicament efficace, car on parle d'un parasite très difficile à cerner. Mahamadou Alitera, professeur de parasitologie, mycologie à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako. Le paludisme est provoqué par un parasite qui est complexe, qui vit entre deux hôtes, la femelle du moustique, du genre Anophèle et l'être humain. Et chez l'être humain, le parasite a une étape de développement au niveau du foie, et aussi une étape de développement au niveau des globules rouges dans le sang. Et à chaque étape, ce parasite change de forme et change les structures qui sont à sa surface, de sorte que le système immunitaire humain a des difficultés à le reconnaître. C'est comme une personne qui le matin serait un homme, à midi deviendrait une femme et le soir se transformerait en un bébé. Si vous cherchez l'homme à midi, vous ne le trouverez pas parce que c'est la femme qui est là. Et si vous cherchez la femme le soir, vous ne la trouverez pas parce que c'est le bébé qui est là. Mais comme pour tout mal, il existe un remède. Le parasite présente souvent des points faibles. Professeur Mahamadou Alitera. Nous essayons d'imiter la mère nature qui a développé des moyens où l'homme peut abriter le parasite sans tomber malade. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de prémunition,
où le parasite existe dans l'organisme, il y a des systèmes immunitaires qui font que sa multiplication est réduite et il ne provoque pas de maladie. Donc, essayant d'imiter cela et essayant de trouver ce qu'on appelle un talon d'Achille, c'est-à-dire des antigènes du parasite qui sont clés à son développement, mais qui n'entraînent pas de réponse immunitaire chez l'autre, on est arrivé petit à petit à développer des produits qui sont en cours d'essai et qui peuvent éventuellement constituer des armes thérapeutiques intéressantes à l'avenir. Il faut aussi reconnaître que des progrès ont été réalisés. L'OMS vient de donner son feu vert au premier vaccin antipaludique dénommé RTSS pour utilisation dans les pays les plus touchés. Professeur Mahamadou Alitera. Ce vaccin donne une protection chez les enfants âgés de moins de 17 mois d'environ 30%, c'est-à-dire sur 100 enfants qui sont vaccinés, il y a à peu près 30 qui ne feront pas de paludisme et à peu près 30 à 40 qui ne feront pas de paludisme grave parmi les cas de paludisme. Donc même si le niveau de protection n'est pas élevé, compte tenu de l'importance du nombre de cas de paludisme, 30 personnes protégées sur 100, ça ne fait que 30 personnes, mais 30 personnes sur 100 appliquées à 1 million de personnes, ça fait déjà 300 000 personnes qui sont protégées. Ce vaccin qui vient renforcer l'arsenal des moyens de prévention contre la maladie est une grande avancée scientifique à laquelle aura contribué feu professeur Ogobara Dumbo, figure internationale de la lutte contre le paludisme. Bamako Matin. Oui, la transition est toute trouvée pour commencer notre échange avec le professeur Ousmane Koïta. On vous l'avait déjà annoncé, notre invité est déjà là avec nous dans ce studio du 26 mars. Lui, c'est le professeur Ousmane Koïta. Il est spécialisé en parasitologie moléculaire. Il va nous entretenir du paludisme en cette saison de pluie et nous parler également du nouveau vaccin RTSS que l'OMS vient d'homologuer. Merci encore une fois, professeur, d'être avec nous en direct dans BKO Matin, la matinale qui réveille le Mali. Bonjour professeur, bonjour professeur. Merci monsieur Ndiaye et bonjour monsieur Ndiaye, merci pour l'invitation. Donc Lala, pour la première question. Oui professeur, le paludisme, on en a parlé en première partie, reste l'une des pandémies les plus mortelles sur le continent. Qu'est-ce qui explique cette situation, professeur? Il y a plusieurs explications et je vais être très optimiste. Et puisque en 20 ans, 30 ans de carrière, et ayant vu toutes les grandes régions du Mali, de Bamako jusqu'à Tessalit, même en prolongeant vers la frontière algérienne à Borger-Mokhtar, et en descendant vers Kidal et Aguelok sur l'axe Gao Algérie, et aussi en longeant Ansongo jusqu'à Andera-Boukan, puisque les gens pensent que le paludisme c'est les grandes villes, mais il y a les zones qu'on appelle les zones marécageuses de Ménaka, et c'est des mares, mais certaines sont des mares qui sont permanentes et qui entretiennent le cycle de vie du paludisme. Et donc on a sillonné cette partie, le septentrion malien. Et on a aussi sillonné le centre du Mali, toute la zone du delta qui concerne la région de Dioro vers le fleuve Niger au niveau de Massina. Et ensuite la partie sud, Kadiolo, et puis avec la frontière ivoirienne. Et aussi toute la zone de Kinyeba qui jouxte le Falémé avec la frontière avec le Sénégal. Donc nous avons vu les faciès épidémiologiques, nous avons vu la souffrance des gens, les mamans inquiètes, les papas regardent au niveau des poches, est-ce qu'ils peuvent subvenir à ces maladies. Donc nous avons vu ces faciès-là et ça nous a convaincus que c'est possible. Et je me rappelle en 2016, quand on était dans la zone de Dioro, en octobre, il y avait tellement de cas de paludisme sévère qu'il fallait prendre une maison pour que ça soit un hôpital. C'est-à-dire qu'on alignait 10 enfants, chacun avec sa perfusion de quinine. Et de 20h jusqu'à 1h du matin. C'était en 2016. Mais aujourd'hui,
on arrive difficilement à inclure des cas dans nos études. Ça veut dire qu'il y a un optimisme, il y a un travail qui a été fait. Un travail et dont je salue les acteurs au niveau mondial et aussi au niveau national. Et nous étions les premiers à découvrir les différentes facettes de transmission du paludisme qui permet aujourd'hui à l'État malien de planifier la distribution des médicaments en fonction des incidences particulières de chaque région. Ok, professeur, nos cadres de vie ne sont pas de nature à favoriser la prévention, surtout en cette saison de pluie. Très peu parmi nous dormions sous moustiquaires imprégnés et nous ne disposons pas également de rideaux imprégnés d'insecticides. Comment peut-on, dans ce cas, faire face à la pandémie? Et donc, disons que le paludisme est une maladie environnementale. C'est notre environnement qui crée. Et cet environnement doit être assaini. Et nous ne le faisons pas assez. Et si nous détruisons les gîtes larvaires, il y aura moins de paludisme. Et il y aura moins de ressources qu'on va mettre pour le traitement et qu'on va affecter à faire autre chose. Mais ce qui est important, ce sont nos habitudes nous-mêmes. Nos politiques de l'habitat, parce que je parle de l'environnement. Imaginez que tout le type de logement social qu'on est en train de construire, qu'on met à la disposition de toutes les populations, où à partir de 18 h, tu te trouves dans ton salon en regardant l'ORTM avec les moustiquaires et les rideaux imprégnés. Vous allez éviter ce qu'on fait, le contact homme-vecteur, c'est-à-dire l'homme et l'anophèle qui est le vecteur du paludisme. Et ça va réduire considérablement les cas de paludisme. Et ensuite, ce que je veux dire, et peut-être qu'on a arrivé que les CESCOM, on a ramené le traitement du paludisme à un niveau communautaire. C'est la communauté qui prend en charge le traitement. Mais ce que nous suggérons, après une centaine d'années, vous avez fait chacun votre épisode de palu. Et vous connaissez les signes du paludisme. Mais si on demandait à chaque père de famille, lorsqu'il voit un signe qui est lié au paludisme, d'utiliser un petit test qu'on appelle le TDR, le petit test, et qui n'est pas aussi qui n'est pas aussi grand que celui que c'est votre télécommande. Et juste quelqu'un met une goutte de sang, il voit 2 traits et c'est le paludisme. Et c'est ce que j'appelle la prise en charge familiale du paludisme, qu'on laisse les communautés et qu'on arrive dans la famille. Il y a une suspicion de cas de paludisme, c'est bien connu, je l'ai fait, vous l'avez fait. Lala l'a fait, le chef de famille l'a fait plusieurs fois. Est-ce qu'on a besoin encore d'autres? Je ne pense pas. Mais c'est d'appuyer ce test-là, et cette suspicion-là, par un résultat qui te dit oui, c'est le paludisme. Et le traitement, il est simple. Le rendre accessible. Exactement. C'est ce qu'on demande à l'État. Oui, là, tu avais souligné un point, j'aimerais que tu reviennes un peu là-dessus par rapport à l'environnement. Oui, c'est par rapport à des réactions. Donc, hier soir, j'avais publié sur nos différentes plateformes qu'on allait parler de palu aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit que l'anophèle, le moustique responsable du paludisme, ne se multiplie pas dans l'eau très très sale. Que c'est dans l'eau claire que le moustique se multiplie. Est-ce que cela est vérifié scientifiquement? Oui, c'est ce qu'on dit. C'est l'eau qui est très claire, qui n'est pas polluée. Voilà. Parce que toute atmosphère polluée n'est pas propice à la vie. Mais il y a aussi des vecteurs qui s'adaptent à cet environnement et qui peuvent être le relais de l'autre. Parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs vecteurs. Il y a le vecteur A, il y a B. Mais par exemple, le A qui est le vecteur majeur, s'il n'arrive pas à survivre et qu'il y a le vecteur mineur qui est là et qui peut assurer le relais en attendant que la saison de pluie s'installe et que l'eau soit claire partout. Oui, parce que c'est ça que j'avais souligné dans nos échanges avec Lala. J'ai dit nos quartiers sont assez insalubres et on voit des flaques d'eau un peu partout à l'intérieur des quartiers et il y a également l'eau des toilettes qui ruisselle dans les rues. Tout ça, ce sont des facteurs qui favorisent. Exactement, c'est ça qui favorise l'anophèle. Exactement, c'est une maladie environnementale. Voilà. Et ce qui fait craindre aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle espèce d'anophèle qui est vraiment adaptée à la transmission en ville, qui est en train de s'étendre en Afrique et qu'il faudra préparer à cela. Et en 10 ans, et lorsque vous voyez dans les quartiers de Bamako, quand il y a des matchs phares de Ligue
Real Championnat, vous allez voir qu'au niveau des rues, vous allez voir des attroupements autour des téléviseurs. Mais c'est le festin pour les anophèles. Puisque l'anophèle, il ne prend pas le sang parce qu'il vous transmet le paludisme. L'anophèle prend le sang, c'est pour la maturation de ses œufs. C'est pas parce que pour transmettre, c'est en prenant ce sang-là qu'ils appellent le repas sanguin que le vecteur arrive à faire la maturation de ses œufs et assurer la progéniture. Et c'est en faisant cela que le vecteur inocule le parasite. C'est en prenant son repas sanguin. Et il est très bien outillé. Professeur, on vient de l'entendre tout à l'heure dans le reportage qui vient de passer. Il y a beaucoup de recherches qui sont menées actuellement au niveau du Mali ici. Vous êtes justement auteur d'une tribune publiée récemment avec comme titre « Une vaccination des enfants vivant en zone endémique contre le paludisme. Pourquoi faire ?» Globalement, vous dites dans cette publication que l'Organisation mondiale de la santé vient d'homologuer le vaccin RTSS pour vacciner les enfants de moins de 5 ans contre le paludisme après un essai clinique dans 3 pays africains en 2019. Bien que le résultat des tests soit encourageant, ce déploiement suscite des questions d'ordre scientifique, éthique, financier et sociétal. Qu'est-ce qui vous inquiète autant? C'est la question, professeur. Oui, mais ce qui fait, c'est que je pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Tu vois, il y a la science, il y a l'éthique. Et quand vous regardez la science, c'est un vaccin qui a 30% d'efficacité. C'est comme mon collègue professeur Terra vient de dire, et sur 100 personnes, vous protégez 30. Et les 70, il faut en faire. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que lorsque vous commencez à vacciner, il y a ce qu'on appelle la sélection vaccinale. C'est-à-dire qu'il va sélectionner certaines souches et qui vont émerger. Donc si vous faites une vaccination, il faut qu'elle soit globale. C'est votre inquiétude. Ça, c'est mon première inquiétude sur le plan scientifique. Premier point. Et deuxième point, nous, en Afrique, on est plus protégés que les Européens. Et vous savez que quand un Européen arrive en Afrique, en zone d'anémie, il prend chaque jour un comprimé pendant tout son séjour. Et lorsqu'il fait le paludisme, c'est le paludisme grave, mortel, avec le pronostic vital qui est engagé à 100%. Mais pourquoi ne pas vacciner ceux-là qui viennent pour prouver que le vaccin, il est bon? Efficace, oui. Mais ça n'a pas été fait. Et en tant qu'Africain, je me demande pourquoi cela n'a pas été fait. Mais ici, dans vos laboratoires, vous êtes en train de développer également des vaccins adaptés au continent. Non, je au pense... cas du Mali. Non, disons non. Ok, il n'y a aucune équipe africaine n'est en train de développer. Ce que nous faisons, c'est de les essayer si ces vaccins sont bons. À dire, il n'y a pas d'équipe qui travaille sur la mise au point d'un vaccin. Il n'y en a pas. Pour mettre un vaccin, le vaccin dont on parle, sa mise au point a commencé en 1987. Le vaccin qui vient d'être homologué. Exactement. Okay. En 1987. Vous imaginez? C'est en 2019 que les premiers tests ont commencé. Exactement. Donc vous voyez combien de temps ça prend pour que le vaccin soit sous. Puisque après tout ce temps, c'est le seul qui est disponible en main. Et je comprends l'OMS. Ce qui est disponible, c'est ce qu'on utilise. Mais ma question, mais pourquoi d'abord on ne protège pas ceux qui ont le plus à risque, qui sont les personnes qui ne sont pas semi-immunisées ou qui n'ont pas été en contact, montrer la preuve, ça c'est le premier point sur le plan éthique. Et deuxième, vous et nous vacciner, comme ça nous serons convaincus qu'on peut vacciner nos enfants. Effectivement. Puisque est-ce que ça, si vous vaccinez un enfant, vous demandez son consentement? Pas du tout. Non. On a vu avec Covid que les adultes ont refusé de se faire vacciner. Maintenant, quand ils se sont rendus compte qu'il faut, pour voyager, il faut l'avoir. Pour voyager, il faut être vacciné. C'est comme ça qu'ils les adultes. Oui. Mais pourtant, chaque chef de famille, pour des raisons de santé publique, soumet son enfant à une série de vaccinations. L'enfant fait 2 ou 3 jours de fièvre. Ouais. C'est vrai. Et nous, adultes, on refuse ces petits effets secondaires qui ont une grande importance en santé publique. Ouais. Le vaccin, c'est le meilleur outil en santé publique. Je ne suis pas contre le vaccin. Mais je veux que pour l'utiliser, qu'on ait ce qu'on appelle des étapes. Oui, là, rapidement. Oui, mais le TDR dont vous parliez à l'instant, quelqu'un m'envoie un SMS pour dire, est-ce que ça ne serait pas un peu pour, comment on va dire, encourager l'automédication? En fait,
Et l'automédication, elle est déjà là. Mais c'est pas question c'est de diminuer un peu quand on sait qu'on a le parasite. Et c'est en ce moment, ce n'est pas le taux de mai parce qu'on connaît la cause. Tu ne t'attends pas. D'accord. Et ensuite, le traitement, il est codifié. Okay. Pour les enfants de tel poids, il faut tel comprimé. C'est bien codifié, il y a un schéma. Le programme national de lutte s'assure à ce qu'il y a un schéma thérapeutique national qui est adapté à toutes les conditions, toutes les couches du pays. Donc, d'après toujours vos recherches, professeur, dans cette tribune, 1 million d'enfants ont reçu une ou plusieurs doses de ce vaccin dans le cadre d'un programme pilote coordonné par l'OMS, réduisant considérablement les cas graves et mortels de paludisme. Cependant, le problème réside dans le déploiement de ce vaccin en zone d'endémie palustre comme le Mali. On veut davantage comprendre cette inquiétude. Exactement. Mon inquiétude, c'est que je ne veux pas nommer le pays. Il y a un partenaire technique financier qui met 15 milliards de francs CFA par an pour que nous puissions avoir les médicaments, les moustiquaires imprégnés, les TDR, et ensuite toute la logistique pour déployer sur le territoire ces intrants. Mais ça coûte cher. Oui. Mais maintenant... Mais est-ce que ces produits arrivent à destination? Ça arrive à destination. Est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant. Okay. C'est suffisant. Souvent, il y a des handicaps, mais le programme national fait bien du travail. Mais ce qu'on ne veut pas, est-ce que les 15 milliards, nous ne pouvons pas réduire avec la prise en charge familiale des cas, réduire ce coût et avec ce montant, bien équiper nos CSCOM et nos CCRF. Parce qu'en fait, si l'enfant n'arrive pas à être traité et qu'il développe son cas de son paludisme sévère, il y aura un plateau technique assez élevé où les CSCOM peuvent prendre en charge l'enfant. Un enfant qui est anémié, qui n'a pas assez de sang, on peut faire une transfusion si le plateau technique est approprié. Si l'enfant fait des convulsions, ce qu'on appelle le coma et autres, les médecins auront tout l'outil, l'arsenal pour prendre en charge. Mais maintenant, à ce niveau communautaire, on n'a pas cette prise en charge. Il faut envoyer, c'est pourquoi les pédiatries sont remplies. Maintenant, si on arrive à faire la première étape, la prise en charge au niveau de la famille, on diminue le nombre de cas. Et s'il y a des cas graves, les CSCOM et les CCRF sont mieux préparés pour répondre à ces cas. Et c'est ce que j'appelle une solution endogène. Oui, pour vous comprendre, pour résumer, la meilleure prévention, plutôt le meilleur remède reste la prévention. Il faut s'attaquer à la maladie avant qu'elle ne s'attaque à nous. Exactement. Donc, professeur, vu que le temps est très serré, il est 8h35, les débats sont très intéressants, les discussions assez intéressantes. Bamako Matin, vous savez, c'est aussi de la musique et des rubriques. Et le temps de vous revenir pour continuer les échanges, ma foi, assez intéressant, je le disais. On vous propose d'écouter cette belle chanson Santé, c'est le titre signé Stromae. On revient juste après. Avec la permission de Diala Samake, de l'autre côté de la baie vitrée. Le temps de permettre à ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa, quand on fout le bordel tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque tu ramasses les verres. Céline, Bataire. Merci Diala Samake. Que de musique de circonstance là pour meubler ce numéro de Bamako Matin consacré ce mercredi au paludisme en cette saison de pluie. Je rappelle que nous avons pour invité le professeur Ousmane Koïta. Il est spécialiste en parasitologie moléculaire. Juste avant de continuer, j'aimerais souhaiter meilleure santé à mon papa qui est malade. Il y a bientôt 2 semaines, il a le paludisme. Mais je pense que pour lui, ça doit être sévère. Parce que franchement, je ne l'ai jamais vu comme ça. Donc je lui souhaite meilleure santé à lui ainsi qu'à tous les malades. On va prier qu'il recouvre la santé le plus tôt possible. Amen. En tout cas, j'espère que vous passez de bons moments avec nous dans ce studio, professeur. Oui, c'est peut-être ma deuxième fois d'être dans un studio. Donc, et pour le RTM, j'imagine, c'est la première fois. Non, je suis venu à la chaîne 2. À la chaîne 2, mais sur le plateau télé, et au moment où je gérais la plateforme pour le diagnostic Ebola, mais j'avais passé avec John Mele. Oui.
pour informer la population des enjeux sanitaires. Dans l'Actu Hebdo le dimanche. Oui, les enjeux sanitaires de cette épidémie. En tout cas, merci. Merci d'être là avec nous pour nous accompagner. Et c'est l'heure d'accueillir notre sportif maison avec la permission de Diala Samati. Info Sport. Professeur, je le disais tantôt, Bamako Matin, c'est aussi des rubriques et de la musique. Et nous accueillons pour ce faire notre sportif maison. Il s'appelle Bouraïma Diallo. Professeur Bouraïma Diallo pour animer la rubrique sportive. Merci à Bouraïma Diallo. Bon, je profite de sa présence pour dire bonjour à mes collègues joueurs, footballeurs. Merci professeur, bonjour à vous également. Amadou Samake de Vieux-Gaucher et Massiri Diop. Donc il y a des médecins sportifs, c'est ça? Oui, j'ai joué avec eux dans l'équipe Africa Sport de Bolivana. Ah ok, vous avez été un joueur professionnel. Et aussi au Real de Bamako. Voilà. Feu Ousmane. Donc la famille est grande. La famille s'agrandit. Feu Ousmane Traoré. Et j'étais des grands noms, hein? J'étais le capitaine de son équipe. Ah ouais. Vous citez que des grands noms. La santé, le sport. Ça va de pair. Et c'est pourquoi les gens, quand ils me voient, ils pensent que je suis encore plus très jeune. C'est vrai. C'est parce que je fais du sport, je joue au football. Ça c'était professionnel et ça se voit. Oui, donc j'ai joué avec eux et à cause des études, j'ai dû lâcher un peu et puis je suis passé de l'autre côté, santé. C'est bien quand même. Le choix est raisonnable, hein, parce que voilà, aujourd'hui vous servez le Mali et toute l'Afrique entière. Voilà. Vous parlez Peul, professeur? Pas du tout, mais je pensais lorsqu'on faisait les petites évaluations de gouttes épaisses dans les populations Peul, on disait aux enfants de se taire. Ah ok. C'est pas dur. Et ça s'est dit comme un Peul? Parce que j'ai peut-être oublié à Tamashek que je pouvais, et puis en Soraï aussi. Donc, professeur, c'est juste pour camper le décor, pour permettre au professeur de comprendre. Et comme je disais, Bamako Matin, c'est aussi des rubriques. Et c'est l'heure de la rubrique médias sociaux. C'est là où la parole est donnée aux gens qui sont sur les plateformes, qui réagissent généralement sur nos différentes plateformes. Et Lala est là pour s'en occuper. Lala Diara Touré. Voilà, tout est dit. Professeur, rebonjour dans la rubrique médias sociaux. On va vous poser quelques questions émanant des internautes. Vraiment des questions qui peuvent paraître parfois, on va dire, voilà. Mais j'espère que vous aurez à éclairer notre lanterne aux auditeurs ainsi qu'à nous. Quelqu'un demande quelle est la durée de vie des nanophèles et à quel rythme est-ce qu'il se reproduit? Bien. Et l'anophèle a une durée de vie, disons, de 3 semaines, pas très long. Et ce qui permet, c'est ce qu'on appelle un peu dans notre jargon la sporogonie, c'est-à-dire qu'il y a le temps de pouvoir piquer, d'avaler le parasite, de le transformer et de le transmettre. Okay. Donc cette durée de vie dépend des conditions atmosphériques. Et vous voyez que quand il fait très chaud, vous ne voyez pas... Presque pas les moustiques. Puisque ils prennent la température de l'environnement. Okay. Tandis que chez l'homme, quand il fait froid, la température reste toujours 37 degrés. Ouais. Et donc ça veut dire que ça joue sur la durée de vie de l'anophèle. Et ensuite, si la température est inférieure à 18, vous ne ferez pas d'anophèle. C'est pourquoi en Europe, il n'y a pas d'anophèle. Puisque la température rarement est en dessous de 18 degrés. C'est pendant l'été, souvent, qu'ils ont des poussées, surtout dans la partie méditerranéenne, Italie, autres là, où il y a quelques épisodes de cas, mais qu'ils ont pu contrôler. Et donc, cette durée de vie dépend des conditions environnementales. D'accord. Il se reproduit à quel rythme? Bon, il se reproduit en fonction de plusieurs paramètres, comme je vous ai dit, et que le moustique, il est obligé de prendre le sang. Et s'il n'arrive pas à avoir de sang, il n'aura pas d'œufs. Donc, il n'arrive pas à se reproduire du tout. D'accord. Et donc, c'est pourquoi, et les Peuls l'ont bien compris, et je vous reviens, et que pour lutter contre les moustiques, ils mettaient les parcs à bétail entre les gîtes, c'est-à-dire là où se reproduisent les moustiques, et les habitations.
Donc maintenant, quand les œufs éclosent et que les adultes prennent l'envol, ils viennent piquer les vaches. Ah, mais les vaches peuvent aussi tomber malades, j'imagine. Non. Ok. Non, pas du tout. Ils font pas de paludisme. C'est malin, hein? Ouais. Et donc, le cycle reste entre les animaux et le gîte larvaire. Donc, peut-être échapper pour aller dans les habitations, mais c'était une manière de prévention. Et vous savez, il y a un savoir local qu'il faut chercher. Et donc, on sait que les moustiques prennent leur repas sanguin pour pouvoir faire la maturation des œufs et pour pouvoir survivre. C'est parce que s'ils ne pondent pas des œufs, il n'y aura pas d'anophèle fils ou fille. Donc voilà un peu, en termes un peu clairs, que tout dépend de ce sang qu'ils cherchent. D'accord, professeur. On a une collègue, Awa Makamara, hier soir, quand j'ai fait la publication, elle a envoyé une anecdote selon laquelle, quand elle était un peu plus petite, elle a été atteinte du paludisme. Elle pensait qu'elle allait même mourir. Elle a demandé à sa grand-mère qu'on allait congolophone parce qu'elle aime ça. Donc, elle dit qu'elle a été traumatisée et depuis, elle prend toujours ses précautions avant que le palu ne la terrasse. Ça, c'était une parenthèse. On revient aux questions des internautes. Certains demandent le palu sévère. Par la suite, peut-il provoquer un trouble mental chez l'adulte ou même chez l'enfant? Oui, il peut avoir des séquelles à la suite du paludisme sévère. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les parasites qui viennent boucher les artères et le sang ne passe plus. Et donc, ils peuvent avoir des séquelles, mais au fil du temps, ça peut se résorber. Mais ce qui est peut-être indéniable, c'est l'impact sur ce qu'on appelle l'impact cognitif, c'est-à-dire la connaissance. Ça altère un peu la connaissance des enfants qui ont fait plusieurs épisodes. Et donc vous allez voir, il y a des enfants qui ne font jamais de paludisme. Ça existe. Des personnes qui ne font jamais le paludisme. Et ils ont une capacité beaucoup plus à répondre mentalement que ceux qui ont fait plusieurs accès. C'est pourquoi il faut éviter cette maladie, puisque ça joue sur notre capacité, ce qu'on appelle la capacité cognitive, la capacité à apprendre. Ça joue sur ça. Okay, donc c'est très important. Ok, dernière question, Cheikh. On le disait tantôt, les produits qui sont destinés à la population, qui sont parfois distribués gratuitement, est-ce que vous vous assurez qu'il y a un suivi quant à la distribution? Est-ce que celui qui en a droit l'obtient? Parce qu'on voit sur les marchés des produits qui ne sont pas destinés à la vente, mais qui sont vendus. Pourquoi? Et bon, en fait, on a fait une petite étude sur ça dans le centre de santé, dans le district d'air sanitaire de Sélingué. Et pourquoi les gens ne viennent pas au centre de santé? Bon, comme vous le savez, j'avais dit à l'entame de cette discussion que nous connaissons le paludisme. Donc, quand il y a une... Parce que vous savez que les parasites résistent. Donc, chaque 2 ans, notre laboratoire a le mandat de vérifier sur l'ensemble du territoire l'efficacité des combinaisons thérapeutiques utilisées dans nos centres de santé. Mais maintenant, les autres qui sont vendus ne dépendent pas du ministère de la Santé. C'est nos services cordon douanier qui doivent s'assurer que ces produits contrefaits ne rentrent pas de tel pays ou de tel pays. Donc c'est une lutte qui est multisectorielle, qui n'est pas seulement le ministère de la Santé, c'est tout le monde. Et évitons d'acheter ces médicaments. Ça affaiblit les vendeurs officiels, les officines. Ça crée encore des troubles rénaux, puisque ce n'est pas des médicaments. Et surtout que c'est très mal conservé. Exactement, ce n'est pas des médicaments, ils sont sous le soleil. Et on sait la température, à 45 degrés. Et donc, c'est une sensibilisation en trans, c'est pourquoi cette émission a cette importance de pouvoir informer nos populations que ces médicaments ne sont pas chers, sont adaptés à nos poches et on peut prévenir le paludisme. Et dans l'esprit des gens, un enfant ne doit pas mourir du tout. De paludisme. De tout cas, aucune maladie. D'accord. En tout cas, aucune maladie. Okay. C'est ça le concept qu'il faudra vulgariser. L'âge, on ne peut rien. Merci bien Lala. Oui, c'est tout pour les questions pour le professeur. Je vais au passage juste effleurer l'actualité sur les réseaux, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, Cheikh. Souta Dounoudinon,
Oukmana. Donc on va revenir là-dessus la semaine prochaine, Inch'Allah. Si tout va bien. Voilà. Mais juste à ta suite, pour ne pas perdre le fil, juste noter cette citation, c'est même une phrase de Bill Gates, c'était dans les années 90. Il dit qu'il y a plus de gens qui meurent du paludisme que de tout type de cancer, professeur. Oui, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que dit Bill Gates, parce que tout dépend de l'outil diagnostic qu'on a dans le pays. Est-ce que vous savez qu'il y avait d'autres maladies qui sont très proches du paludisme et qui ne sont pas bien diagnostiquées et qu'on prend tout ça pour le palu. Et il y a le Zika. Nous avons vu qu'il y a des gens qui sont exposés à cette maladie, mais personne n'a décrit cliniquement un cas de Zika au Mali. Très intéressant. On espère le revoir dans ce studio, dans d'autres émissions. On verra bien. Voilà. Mais déjà, on va vous souhaiter bonne journée. On va vous remercier encore une fois d'avoir fait le déplacement, d'avoir effectué le déplacement jusque dans ce studio à 8h. C'était pas évident. En tout cas, on vous remercie. On espère vous revoir pour d'autres émissions. Merci à notre laboratoire, le laboratoire de biologie moléculaire appliquée à la faculté des sciences. Et se met à votre disposition. Et ce que j'avais dit, c'est qu'on a des solutions endogènes pour le paludisme. C'est de créer le bananier qui peut traiter le paludisme. D'accord. Juste, on va remercier les uns et les autres, les fidèles auditeurs de par le Mali et même à l'extérieur. Voilà, comme je le disais, les autres nouvelles, excusez-moi, on va revenir le mercredi prochain pour un peu plus les décortiquer. Merci bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. Là, tu peux partir directement avec le générique de fin. On n'aura pas l'opportunité de balancer la musique, la chanson du jour. Fatim Diko est déjà installée, elle est déjà en positionnée. Ouais. Elle va être là tout de suite pour Kunafuni Suruni. Elle sera suivie de l'émission Yélin. Bonne journée à tous et on se retrouve toujours avec le même plaisir. Très belle journée. Merci.